Eh ben, j'ai la chance d'interviewer Pierre-Olivier Banwers. Je me demande d'ailleurs, quand deux conteurs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils vont se raconter? Est-ce que c'est des histoires de conteurs? Euh, Juste te présenter en deux mots. Tu es issu du cours Florent. Mhm. Tu es acteur, metteur en scène. Tu as participé à la création d'événements culturels en Afrique de l'Ouest. Tu t'es formé auprès de grands du théâtre, du conte et du chant traditionnel, comme Oishi Yoda, Alain Maratra et Henri Gougaud. Et avant de te poser la première question, je me disais tout à l'heure, tu écris et tu comptes. Et dans la tradition juive, on dit que c'est marcher sur ses deux jambes. Alors, je voudrais présenter tes livres qui sont vraiment des recueils que je recommande. Il s'appelle La confrérie des abeilles. Et un autre qui est Les secrets d'abeilles, qui est magnifiquement illustré. La première question que je voulais te poser, c'était, tu te définis comme un artisan voyageur, un nomade dont les histoires nous connectent à notre part d'humanité partagée. Et dans quel répertoire puisses-tu tes histoires? Alors, à l'origine, les histoires que je raconte sont toutes des parfums de désert, ou des routes de la soie, de l'Orient extrême jusqu'à l'Arabie. Et puis, la vie de conteur étant ce qu'elle est, je suis appelé parfois à aller puiser des histoires d'autres origines, d'autres traditions. C'est assez étonnant, hein, ce qui fait qu'on est tout à coup séduit par une culture, et ce qui fait qu'on la rencontre ou qu'on est attiré par un pays, par ses histoires. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça arrive. Il y a des moments où on est, voilà, ah tiens, j'ai envie de voyager, de visiter ce pays-là, ces histoires-là, et on plonge comme ça dans cette matière, sans trop savoir souvent où ça va nous mener, et parfois vers un livre, justement. Et tu t'y es promené physiquement dans ces régions ou est-ce que tu t'y promènes surtout en imagination? Alors, la plupart du temps, c'est des pays que j'ai visités D'accord. physiquement. Mais étonnamment, je crois que l'imagination peut être aussi une porte d'abord pour rencontrer ce qu'on a en commun avec ces cultures, et puis ensuite, pour ne pas faire de la projection et de l'anthropocentrisme systématique, il y a une part d'anthropologie dans l'étude et dans le travail, quand on se dirige vers une culture étrangère à la nôtre. Ouais. Euh, j'ai lu quelque part euh, que tu disais que le conteur était comme une arche de Noé et qu'il respire ce dont il parle. Tu le compares aussi aux abeilles. Je ne sais pas si c'est une question, mais j'espère que ça ouvre une réponse. Alors, ça touche peut-être deux choses différentes, l'arche de Noé et l'abeille, encore que. C'est toujours une question de mémoire. J'ai appris à raconter des histoires auprès d'Henri Gougaud, qui a raconté dans un de ses livres la vie d'un chaman qui s'appelait Louis Sansa. Et Louise disait qu'un chaman n'a pas d'histoire, il n'a que des mémoires. Et le conteur, je crois que c'est pareil, hein. Nous portons les mémoires des histoires qui ont été racontées depuis l'aube des temps. La mémoire du feu, la mémoire de l'eau, la mémoire de l'ours, du loup. Tout ce qui fait la vie sur Terre, tout ce que notre corps porte de vie à réveiller, à vivifier, et que portent ensuite les histoires que nous racontons. C'est ces choses-là qui nous animent, qui nous habitent, et l'arche de Noé, d'autant plus quand le monde est malmené comme il peut l'être actuellement, et qu'on a le sentiment peut-être de se noyer ou de couler ou d'être au cœur d'un ouragan. Alors, rassembler tout ce qui nous vivifie, rassembler tout ce qui fait vraiment la beauté de la terre. Oui, c'est en ça que le conteur peut-être est une arche de Noé. Mm. Et l'abeille a un point commun avec ça, c'est que l'abeille, elle butine, et butinant, elle collecte, elle aussi, toutes les impressions de la nature qu'elle reçoit. Tous les parfums, tous les goûts, toutes les espèces végétales, elle en est la bibliothécaire, hein, puisqu'elle va rassembler tout cela au cœur de la ruche. Et c'est peut-être ce qui fait aussi le point commun entre l'abeille et le conteur. Et est-ce qu'il y a des compteurs dans les ruches? Il y a des ouvrières, il y a une reine, est-ce qu'il y a des... On dit que les bourdons, qui peuvent aller de ruche en ruche Ouais. et changer de colonie, eux, quand ils rentrent dans une colonie, la première chose que font les bourdons, c'est d'aller dans le couvain.
Et ils vont bourdonner auprès des larves. Alors j'aime imaginer que oui, ce sont des conteurs qui racontent des histoires aux abeilles qui vont naître. Bourdonner auprès des larves. Ouais. Tout un programme. Tu dis aussi dans un des livres que voilà, tu participes à la réparation, comme les autres conteurs, de notre relation au vivant. Est-ce que tu as des contes un peu fétiches là-dessus ? La plupart des contes le sont, mais il y en a un qui est très important, qui est un conte qui a plusieurs milliers d'années, qui nous vient du Mahabharata, l'histoire du vieux Markandeya, le vieux survivant, le seul survivant de la terre après que tout ait été détruit, et qui va justement aller chercher la beauté des rivières, de l'eau, du feu, des papillons, des fleurs, des couleurs, et qui va se nourrir et nourrir tous ses sens de ses impressions, et ça va le réchauffer et ça va le faire renaître d'une certaine manière. Ouais. L'enfant Markandeya qui dit grand-père, viens te reposer dans mon ventre. Oui. Entre dans ma bouche. Entre dans ma bouche. Pour te reposer. Pour être dans le jardin du monde. Et tu dis aussi que l'histoire des hommes est horizontale, mais que les contes et les mythes s'inscrivent dans une verticalité. Oui. Alors en 2 minutes, c'est peut-être un peu difficile, mais juste pour nous faire goûter un peu à cette idée. C'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est dire que tous les contes peut-être parlent davantage de la vie du dedans. On peut appeler ça l'inconscient, ou peu importe le nom qu'on met là-dessus. Mais par exemple, pour prendre juste un angle, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, les princes et les princesses des contes ne sont pas des hommes, des femmes et des princes et des princesses du monde extérieur. Il s'agit des princes et des princesses que nous portons en nous-mêmes. Le conte a une dimension, c'est un mot un peu savant, mais ontologique. Et effectivement, on entend souvent dire « Oui, mais les contes de fées, ça dit n'importe quoi. Le prince charmant n'était pas comme je l'attendais. » Mais parce que le vrai prince charmant ou la vraie princesse, c'est d'abord en soi qu'il faut la rencontrer. Le yin et le yang. Alors oui, c'est en ça que les contes ont peut-être une verticalité dont nous avons besoin. Et puis, dernière chose, tu dis aussi, ça m'a beaucoup plu, ça, que l'imagination était un territoire. Un territoire abandonné souvent, inexploré beaucoup, et qui lui aussi a besoin de guérison, d'attention, de visite, parce que peut-être que l'imaginaire est cette porte qui fait le lien entre ce que nous voyons et ce que nous pressentons. Oui, c'est peut-être le territoire premier des conteurs, d'ailleurs. Bon, je rappelle les livres de Pierre Olivier, La confrérie des abeilles et Les secrets d'abeilles. Merci. Merci à toi.